de presse. Une fois de plus, bienvenue à cette édition de Scène de presse. Sur le plateau avec moi, M. Cyril Apala-Moifo, qui est conseiller technique numéro 2 au ministère de la décentralisation et du développement local. Bonsoir, monsieur le conseiller technique. Bonsoir, Madame Ebenga. Bienvenue sur le plateau de Scène de presse. À ma gauche, Blaise Testelanala, qui est président du réseau des journalistes camerounais sur la décentralisation et rédacteur en chef week-end et jours fériés au poste national de la CRTV. Bonsoir et bienvenue, Blaise Testelanala. Bonsoir, merci de m'accueillir, Lucrèce. Avec vous, évidemment, nous parlerons de ces décrets du chef de l'État qui ouvrent clairement la voie pour l'élection des conseillers régionaux. Il s'agit des décrets fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie et l'autre portant modalité de prise en charge par l'État des frais afférents à la participation des membres des collèges électoraux à l'élection des conseillers régionaux. Analyse et portée de cet acte présidentiel dans la première partie de cette édition de Scène de presse. En deuxième partie, grand dialogue national en 1. Quelles avancées? Cette question sera posée au porte-parole du grand dialogue national, Dr George Ewane, en posture d'intervieweur. Albert Djebondel, le chef de service politique du poste national de la CRTV. Signalons que la première réunion du comité de suivi des recommandations du Grand Dialogue national s'est tenue cette semaine sous la présidence du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph John Gouté. Mais avant, parlons de ces décrets du président de la République qui constitue justement une avancée dans la mise en œuvre des recommandations du Grand Dialogue. C'est bien cela, monsieur le conseiller technique? C'est bien cela, Madame Mebenga. Alors, parmi les critères qui se dégagent de ces décrets du président de la République, il y a l'égalité, l'équité et l'arbitrage. Je voudrais que nous commencions par l'égalité. Comment l'égalité se traduit dans ce texte du président de la République? Merci une fois de plus de donner au ministère de la décentralisation l'occasion de s'exprimer sur les questions d'actualité relatives à la mise en œuvre du processus de décentralisation. Pour revenir à votre question relative au décret du président de la République fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie, il faut dire que le texte, la signature du décret obéit à un certain nombre de critères. Vous avez évoqué les critères d'égalité. Il faut dire que la prise en compte de l'égalité à ce niveau se situe au niveau de la détermination du nombre de conseillers régionaux par région. La loi qui a été promulguée la loi du 25 avril 2019 fixant le nombre et la proportion des conseillers régionaux a fixé effectivement pour chaque région le nombre de conseillers régionaux à 90 à raison de 70 pour les délégués des départements et de 20 pour les représentants du commandement traditionnel. Ce nombre est identique pour toutes les 10 régions du Cameroun et c'est là que nous pouvons percevoir véritablement l'application stricte du critère d'égalité. En ce qui concerne le récent texte du 2 septembre du président de la République qui fixe le nombre par département et par catégorie, il faut dire que la notion, la prise en compte de l'égalité a prévalu essentiellement en ce qui concerne la répartition qui est faite pour la catégorie des conseillers régionaux représentant le commandement traditionnel. Nous reviendrons certainement sur les modalités de calcul qui ont permis de répartir, d'affecter les nombres de conseillers régionaux dans les différentes catégories.
Alors, je voudrais préciser à votre suite que cette loi que vous évoquez tout à l'heure, la loi du 25 avril 2019 fixant la proportion par catégorie et le régime des indemnités des conseillers régionaux, prévoit en son article 5 alinéa 3 que le conseil régional est constitué d'au moins un conseiller régional issu de chaque arrondissement pour la catégorie des délégués départementaux. C'est bien cela? Tout à fait. Il faut dire que l'application, le décret du président de la République vient, n'est-ce pas, en application de cette disposition de la loi qui vient d'être évoquée. La répartition a tenu compte, effectivement, pour la catégorie des délégués des départements, de la carte territoriale qui prévoit que chaque arrondissement devra être représenté au niveau du conseil régional. Et quand on regarde le nombre qui a été affecté à chacun des départements, on se rend bien compte que tous les arrondissements ont effectivement au moins un représentant, n'est-ce pas, aura au moins un représentant au sein du conseil régional. Pour le reste, si je peux embrayer sur l'aspect concret de la répartition, il faut dire que pour cette catégorie, donc celle des délégués des départements, il y a eu 2 phases de répartition. La première étape a consisté à répartir au prorata du nombre d'arrondissements dans chaque département un conseiller, un siège pour les 70. Dans des cas où il y a eu reliquat, et comme dans la plupart des cas, nous avons eu des reliquats, le reste donc a été réparti dans un deuxième temps en tenant compte du poids démographique de chaque département. Là, nous en sommes déjà à l'équité. Mais je voudrais qu'on reste sur l'égalité, Nana, pour bien préciser que la région du centre, par exemple, est une parfaite illustration de ce principe d'égalité. Oui, on a pu voir que dans la région du centre, on a effectivement 70 arrondissements et que nous avons 70 conseillers régionaux issus des 70 arrondissements de la région du centre. C'est pour ça d'ailleurs que le département du Fundi a bel et bien 7 conseillers régionaux. Mais monsieur le conseiller technique, peut-être en évacuant un préalable, nous n'allons pas tant que ça, débattre davantage sur le décret, l'acte présidentiel, mais il convient de repréciser que le décret du 1er août 2018 fait du ministère de la décentralisation et du développement local l'acteur en charge de l'élaboration de la législation et de la réglementation en matière de décentralisation. Et c'est à ce titre qu'il faudrait quand même vous interroger sur certaines incompréhensions qui demeurent après la publication de ce texte. Prenons le département du Vouri. 30 conseillers régionaux dans une région où le NCAM, par exemple, n'en a que 6. Comment comprendre cela? Oui, monsieur. Ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Oui, monsieur Nana, il faut dire que le texte qui fixe le nombre de conseillers régionaux a des particularités. Madame Mbenga évoquait tout à l'heure le critère d'égalité, nous y avons adjoint le critère d'équité. Oui, nous y sommes là. Mais il faut dire que dans le cas spécifique de la région du littoral et plus précisément du département de Vouri, le même cas de figure d'ailleurs s'observe dans la région du Nord avec le département de la Benoué. Qui a 28 conseillers, dans le Pharaon n'en a que 7. Voilà, il y a eu un mécanisme qui a consisté, au-delà de l'égalité et de l'équité, à assurer une certaine justice dans la répartition des sièges. Et là, le critère, c'est l'arbitrage. Pour cela, procéder à une pondération. Parce que quand on exploite les 2 mécanismes que je viens de vous décrire, c'est-à-dire l'affectation à chaque arrondissement d'un conseiller et la prise en compte du poids démographique, nous nous rendons bien compte que dans le cas spécifique du département du Vouri, la population qui est évaluée à plus de 3 millions permet, pour le faire
on a utilisé ce qu'on a appelé calculer le quotient démographique. Et ce quotient démographique permettait d'attribuer au département du Vouri, en plus des 6 places partagées, réparties en premier lieu, sur la base du nombre d'arrondissements, nous avions donc, quand on a calculé le quotient démographique, obtenu pratiquement 24 près de 20 conseillers voilà. de plus. Ce qui fait que le département du Vouri se retrouvait avec 36 conseillers. 36 conseillers de la catégorie des représentants du département. Des délégués du département. Et si l'on y ajoute les délégués représentant la catégorie du commandement traditionnel, on se retrouvait avec pratiquement 43 conseillers régionaux. Et vous vous rendez compte que cela aurait faussé le jeu démocratique, parce que le département du Vouri à lui seul avoisinerait la moitié des sièges au sein du conseil régional. Et aurait de facto le pouvoir de veto. Et donc, usant du pouvoir que lui confère la Constitution, et même sur la base, n'est-ce pas, de la disposition de la loi de 2019 que nous avons évoquée, qui donne au président de la République la prérogative de procéder à un découpage spécial. Nous pensons que le président de la République n'a pas voulu se livrer à cet exercice qui pouvait être interprété de façon divergente. Et donc, le critère politique est entré en jeu pour rétablir un certain équilibre et permettre, n'est-ce pas, des réajustements dans la réaffectation du trop-plein, de ce qui peut être considéré comme le trop-plein aux 3 autres départements de la région du littoral. Alors nous sommes dans un contexte d'apaisement, nous sommes dans un contexte d'équité, comme on le convoque ici. Je parle du concept depuis le début de ce débat. Est-ce que vos explications, selon vous, suffisent à faire admettre que dans un contexte comme le Sud-Ouest, le département du Fako totalise 21 conseillers régionaux? Bien, il faut dire que les explications que je viens de donner, la répartition s'est faite sur une base que nous pensons véritablement objective. Les variables qui ont été prises en compte, c'est des variables qui sont vérifiables. Et quand on regarde le critère démographique, nous nous rendons bien compte, en ce qui concerne la région du Sud-Ouest, que le département du Fako, en termes de population, que le département du Fako, qui a 7 arrondissements, s'est vu affecter... Dans le chef-lieu, c'est bien Limbé. C'est bien Limbé, s'est vu affecter les 7 conseillers, les 7 sièges de la catégorie des représentants des délégués du département. Et lorsque l'on a appliqué le quotient démographique, c'est-à-dire on a divisé la population du département par le quotient démographique qui, lui, a été obtenu en divisant la population totale de la région par le reste à ventiler, il se trouve que le département du Fako, à la fin, obtient 21 délégués du département. Alors, vous avez fini ? Tout à fait. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur le critère démographique que vous évoquez tout à l'heure. Alors, de quel démographique parle-t-on? De quelle taille de la population parle-t-on? Quand on sait, par exemple, que le dernier recensement général de la population remonte à 2005 et que les résultats ont été promulgués en 2010. Comment avez-vous procédé à ce niveau-là? Comment pensez-vous que le président de la République a pu procéder à ce niveau-là? Bien, il faut dire que c'est vrai que le dernier recensement général de la population et de l'habitat date de 2005, mais dans le cadre justement des préalables liés à la préparation de cette importante échéance, nous avons travaillé et pu obtenir du Bureau central de recensement et des études de la population, le BUCREP, des projections sur la population qui ont été faites jusqu'en 2020. Et c'est sur la base justement de ces projections qui ont été faites par cette institution que des propositions ont été faites et que le président de la République a pu signer cet important décret.
Restons sur la population, puisque nous y sommes. Je voudrais comprendre comment, par exemple, dans le département de l'Adamawa est précisément, dans la région de l'Adamawa est précisément dans le département de la Vina, qui compte 156 000, à peu près 156 000 habitants, avec une densité de 9 habitants au kilomètre carré, selon justement ce dernier recensement de 2005. Et puis, le département du Mayo-Bagno qui compte également à peu près 156 000, mais exactement 137 000 habitants, avec une densité de 16 habitants au kilomètre carré. Pourquoi ce gap entre les deux départements? Merci. Je voudrais d'abord faire une précision parce que les chiffres que vous avancez concernant la démographie de ces deux départements ne sont pas ceux que nous avons obtenus du BICREP. Il y a eu, par rapport à ces chiffres, entre-temps, des évolutions importantes et je peux vous dire à titre... Dont on n'a pas tenu compte dans les autres départements? Qui ont été prises en compte. Je vous ai dit que les données qui ont permis de fixer ce nombre sont les données issues des projections faites par le BICREP. Si je vous comprends bien, je voudrais juste qu'on s'assure qu'on est sur la même longueur. Donc, si je vous comprends bien, les chiffres que vous avez utilisés ne sont pas issus du recensement de 2005. C'est bien cela, ce que vous voulez dire? C'est bien cela. Ils ont été actualisés et vous n'êtes pas sans savoir que le président de la République avait d'ailleurs instruit au BICREP de conduire une opération de recensement dont les modalités sont en cours. Allez-y, on vous écoute. Donc, s'agissant de votre préoccupation, je reviendrai encore sur la prise en compte de la répartition de la carte territoriale. Le département de la Vina compte 9. La Vina, n'est-ce pas, compte 25. 8, non, il compte 8 arrondissements. 8 arrondissements. Tandis que le Mayo-Bagno en a 3. Donc, sur la base du premier partage, vous constatez déjà qu'il y a eu un gap. Maintenant, sur la base de la population, des projections qui ont été utilisées, il se trouve que le département de la Vina a une population plus importante que celle du Mayo-Bagno. Et c'est donc, comme je vous le disais, le partage des restes sur la base du quotient démographique qui a permis que le département de la Vina se retrouve avec 25 conseillers, 25 sièges de conseillers représentant les délégués du département. Alors, Blaise Testelin vous a posé une question tantôt sur toujours sur ces critères-là, et vous avez évoqué le critère politique qui a pu prévaloir dans cette répartition. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est, comme certains observateurs ont pu le dire cette semaine, est-ce que seul le critère démographique devait prévaloir dans la répartition de ces conseils régionaux? Je vous pose la question autrement. Et j'utilise le même adverbe. Pouvait-on faire autrement? Il faut dire que l'état de la législation, il me semble, à mon sens, que l'état de la législation ne pouvait pas permettre d'en faire autrement. Les critères qui ont été utilisés sont les critères qui nous semblent déterminants. Le critère démographique, pourquoi? Parce que dans le souci de prendre en compte l'ensemble des composantes de la population, il a semblé important que ce soit le critère démographique qui soit pris en compte. Nous avons dans le critère démographique les différentes couches socio-professionnelles, nous avons les différentes couches sociologiques, et nous avons également la prise en compte de l'aspect genre. J'interroge, je rappelle, le conseiller technique du ministre en charge de la législation. Monsieur Apala, est-ce qu'on ne pouvait pas, pour des principes d'équité, et pour évacuer tout débat comme celui de ce soir, qui fait suite au débat qui a cours depuis le 2 septembre dernier, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer simplement que le Cameroun compte 360 arrondissements et sur la base du texte du code de la loi du 25 avril 2019, considérer simplement qu'il fallait asseoir davantage le principe d'égalité entre les arrondissements, garder le même nombre de conseillers régionaux par arrondissement?
Oui, tout simplement. Monsieur Nana, 360, soit nous avons 360 conseillers régionaux, soit nous en avons 2 par arrondissement, 720 conseillers régionaux. On ne pourrait pas pratiquer ce type d'équation également? Je vais vous répondre, monsieur Nana, en disant que cette répartition part du chiffre, du nombre qui a été fixé par la loi du 25 avril. Cette loi a prévu 90 conseillers régionaux, 70 de la catégorie des délégués des départements et 20 des représentants du commandement traditionnel. Et s'il faut prendre en compte votre préoccupation qui consisterait à prendre en compte les arrondissements, vous vous rendez bien compte que le nombre de conseillers régionaux, quand on fait le total, la somme globale, nous en avons 900. Et s'il fallait tenir compte uniquement des arrondissements, nous en serions à 360. Donc, il y aurait eu un biais. Nous pensons qu'il y aurait eu un biais dans cette répartition. Et de toutes les manières, s'il est vrai que la loi affirme le principe de l'égalité des collectivités territoriales décentralisées, qui d'ailleurs se ressent dans la répartition au niveau régional du nombre des conseillers régionaux, il est clair que les disparités à l'intérieur devaient pouvoir être prises en compte pour, n'est-ce pas, refléter les aspects spécifiques qui composent les différents départements. Je voudrais observer que d'un conseil municipal à un autre, on a appliqué justement le principe de la proportionnelle sur la base démographique. Pourquoi avoir appliqué le principe de l'égalité entre les conseils régionaux? Non, pour vous reprendre, s'agissant des conseils municipaux, la loi d'ailleurs précise que le nombre de conseillers municipaux est fixé sur la base des résultats du dernier recensement. Et le nombre de conseillers municipaux actuels est bel et bien assis sur la base des résultats du recensement de 2005. C'est bien ce que je convoque. C'est bien ce que je convoque sur la base du critère appliqué à la démographie. À la démographie. Tout à fait. Sauf que entre les conseils régionaux, on applique l'équité et peut-être c'est de là que partent les problèmes de disparité du nombre des délégués de département. Tout à fait, sauf que, M. Nana, pour ce qui est des conseillers régionaux, il y a un élément nouveau qui apparaît. Au-delà du critère démographique, c'est la prise en compte de la disposition de la loi qui dit que chaque arrondissement devrait être représenté par au moins un de la catégorie des délégués de département. Le principe de base. C'est le principe de base. Et quand vous observez, vous voyez bien que les départements ne sont pas logés à la même enseigne en termes de nombre d'arrondissements. Et c'est ce qui justifie justement ces quelques écarts qui sont observés dans la répartition. Est-ce qu'on peut considérer que nous sommes en plein apprentissage, nous sommes dans un processus? Bien évidemment, la décentralisation, c'est un processus qui devrait être en constante mutation. Donc, nous sommes en phase de ce que nous appelons l'accélération du processus de décentralisation qui, à l'épreuve de la pratique, peut connaître des aménagements visant à parfaire n'est-ce pas, sa mise en œuvre. Alors, vous avez parlé de l'accélération du processus de décentralisation au Cameroun. C'était une promesse du président de la République en novembre 2018. Je vous propose d'écouter Paul Biya en focus dans cette édition de Scène de Presse. Le processus de décentralisation qui se poursuit de façon satisfaisante sera mené à son terme avec un transfert complet des compétences et la mise en place des conseils régionaux prévus par notre loi fondamentale. Nous disposerons en conséquence d'une architecture assurant aux citoyens une meilleure participation à la vie publique, avec un bon équilibre entre l'État et les collectivités décentralisées. De façon générale, nous pouvons, je crois, nous féliciter
des progrès accomplis sur la voie de la démocratie. Des dispositions ont été prises pour garantir la régularité et la transparence des élections. L'exercice des libertés publiques et le respect des droits humains sont de mieux en mieux assurés. Certes, la critique systématique par certains de l'action gouvernementale n'a pas disparu, mais la volonté d'établir un dialogue constructif paraît gagner du terrain. C'est bon signe et j'espère que nous pourrons ainsi trouver des espaces d'entente sur les problèmes d'intérêt national. À la suite de Blaise Testelin, Nana qui vous a posé une question sur le nombre de représentants dans la région du Sud-Ouest et précisément dans le département du Fako. Je voudrais vous poser cette question qui nous a été suggérée par un confrère de la presse écrite. C'est celle-ci. La répartition des sièges au sein des assemblées générales prévues par le statut conféré par le Code général des CTD reflète-t-elle la démographie et le poids politique de chacun des départements du Nord-Ouest et du Sud-Ouest? Ok, merci pour cette question. Je pense que les réponses que j'ai apportées ne vont pas varier parce que nous abordons les questions liées aux régions à statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les critères de répartition qui ont servi de clé à la signature de ce décret sont les mêmes et donc nous sommes en droit de penser que la répartition a bel et bien tenu compte de la démographie, suivant le process que je vous ai indiqué, et de la configuration territoriale. Il faut dire, et ça c'est une précision qu'il faut apporter à l'attention de l'opinion publique, dire que la manifestation du statut spécial n'est pas reflétée dans le décret du président de la République qui a fixé le nombre des conseillers sur la base égalitaire entre les régions. Le statut spécial sera éprouvé à la lumière des dispositions du Code général des collectivités territoriales décentralisées qui a aménagé des dispositions spécifiques pour ces régions-là, du point de vue tant de l'organe délibérant que de l'organe exécutif, qui ont des compétences, en sus des compétences générales transférées aux autres régions, bénéficient de compétences spécifiques et dont le fonctionnement de l'organe délibérant que nous appelons l'Assemblée régionale plutôt que le Conseil régional, comme c'est le cas dans les 8 autres régions, sont aménagés d'une façon spécifique à travers la mise en œuvre d'une forme de bicaméralisme. Alors, juste avant que nous passions à autre chose, je voudrais juste que vous nous précisiez que les critères que nous avons évoqués tout à l'heure s'appliquent autant pour la répartition des délégués des départements que pour la répartition des représentants du commandement traditionnel. C'est bien cela ? C'est bien cela. Il faut dire qu'en ce qui concerne la catégorie des représentants du commandement traditionnel, le caractère complexe de cette répartition n'a pas été éprouvé. C'est une répartition qui, visiblement, s'est faite de façon assez simple, l'option ayant consisté à diviser le nombre de sièges alloués aux représentants du commandement traditionnel par le nombre de départements. Et dans la plupart des cas, nous avons eu des chiffres harmonisés pour chacun des départements, à l'exception de 4 régions où, en procédant à cette opération, il y a eu des reliquats qu'il fallait redistribuer à certains départements. Et là encore, il faut dire que la redistribution du reliquat, cette fois-ci, a tenu compte des départements qui comptaient le nombre le plus élevé de chefferies traditionnelles.
C'était justement le cas dans la région du sud-ouest avec le Coupé Mandé-Ngoumba qui compte 4 représentants, le Coupé Mandé-Ngoumba et la Magnou qui compte donc 4 représentants du commandement traditionnel, alors que les autres départements, c'est-à-dire le Fako, le Bialais, Mémé et Dian, comptent chacun 3 départements, pour ne citer que cet exemple-là. Alors, Blaise Testelin Nana, on peut dire avec notre invité que désormais tous les préalables sont réunis pour l'élection des conseillers régionaux au Cameroun. Alors, c'est la question que nous vous posons. Au niveau de l'appréciation que vous faites de la production législative et réglementaire, peut-on aller aux élections régionales? Ok, merci M. Nana. Madame Mebenga le disait, la convocation des collèges électoraux par le président de la République pour l'élection des conseillers régionaux, et effectivement, avant d'y arriver, il a fallu mettre en œuvre un certain nombre de préalables. Et ces préalables se situent à 3 niveaux. Nous avons des préalables institutionnels, il y a des préalables politiques, les préalables juridiques, les préalables politiques et les préalables logistiques. S'agissant des préalables d'ordre juridique, les récents textes du président de la République rentrent justement dans la liste des textes qui permettront la convocation sereine des collèges électoraux pour l'élection des conseillers régionaux. Nous avons eu, en dehors de la loi portant code électoral, qui est la base de tous les textes qui sont intervenus entre-temps, notamment la loi du 25 avril 2019 modifiant certaines dispositions du code électoral, la loi du 25 avril fixant la répartition et la proportion des conseillers régionaux ainsi que le régime indemnitaire qui leur est alloué. Nous avons à la suite eu la loi portant code général des collectivités territoriales décentralisées qui, en ce qui concerne les régions, je vous le disais, dans l'aménagement du fonctionnement et de l'organisation, est venue apporter des précisions. Par la suite, un certain nombre de textes réglementaires étaient nécessaires. Et les récents décrets du président de la République, auxquels nous ajoutons d'autres décrets, comme celui fixant les caractéristiques des insignes des conseillers régionaux, le décret, l'arrêté signé par le ministre de la Décentralisation sur les modalités de délivrance de la carte de l'élu local. Tous ces textes participent, n'est-ce pas, des préalables juridiques qui doivent permettre la convocation sereine de l'élection. Mais passer les préalables juridiques, est-ce que vous vous êtes interrogé au moment de les évacuer sur ce qui pourrait se passer au niveau justement de la deuxième catégorie des conseillers régionaux, à savoir les représentants du commandement traditionnel? Est-ce qu'on a résolu tous les problèmes lorsqu'on a fini d'indiquer que les listes seront conduites par les chefs traditionnels de premier ou de deuxième degré? On sait qu'à la base, ceux du niveau 3, troisième degré, on en compte un peu plus de 3 000, voire entre 3 000 et 5 000 chefs. Un peu plus de 12 000. Un peu plus de 12 000, un peu plus. Donc, le nombre même de conseillers municipaux qui se situe à 10 626, c'est bien ça le chiffre. Alors, est-ce qu'on a fini de résoudre tous les problèmes? Comment ça va se passer? Bien, M. Nana, je n'en étais qu'au préalable juridique. Les préalables politiques maintenant. Le premier préalable politique, c'était de mettre à jour, n'est-ce pas, le collège électoral constitué des conseillers municipaux. Et ceci a été fait à la faveur des élections municipales du 9 février dernier. Le deuxième préalable politique concerne justement l'actualisation de la carte des chefferies traditionnelles. Et à côté de l'actualisation de la carte des chefferies traditionnelles, la loi précise que ne peuvent faire acte de candidature ou ne peuvent être électeurs que les membres du commandement traditionnel dont la désignation est homologuée. Et vous avez Ils sont détenteurs d'actes d'homologation à jour. Homologués par les différentes autorités compétentes. Et vous avez dû constater ces dernières semaines un branle-bas au niveau de l'organisation des chefferies traditionnelles avec leur tutelle pour effectivement s'assurer que ces préalables-là sont bel et bien pris en compte parce que Elections Cameroun devra publier les listes séparées
des membres de ces deux collèges électoraux. Donc là aussi, ces préalables sont pris en compte et nous sommes en droit de penser que tout est fait pour que le moment venu, les choses se passent sans incident. Le troisième, si vous permettez, le troisième préalable que j'indiquais, c'est les préalables d'ordre logistique. Parce qu'il ne suffit pas simplement d'envisager la mise en place des conseils régionaux, mais encore faut-il s'assurer qu'elles disposent de locaux pour pouvoir abriter les services, que les ressources sont prévues pour assurer leur fonctionnement, que le personnel. Et donc, ces préalables du point de vue logistique, là aussi, ont été pratiquement réglés. La loi de finances pour l'exercice 2020 a fait des provisions pour le démarrage des conseils régionaux, pour assurer la rémunération des membres des exécutifs des conseils régionaux. Des dispositions ont été prises pour identifier dans un premier temps, à titre provisoire, des locaux qui devront abriter dans chaque région les sièges des conseils régionaux. Des dispositions ont été prévues par la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées pour que, dans un premier temps, l'État affecte des tâches ou mette à la disposition des régions le personnel pour accompagner les régions dans cette phase de démarrage, en attendant qu'elles, conformément à leur autonomie et à leur libre gestion, qu'elles puissent procéder au recrutement des personnels. Et ça, voilà. C'était sans compter avec le Covid-19. Voilà. Bien évidemment. Alors, mais on doit quand même dire, avec Madeleine Sopi-Koto, éditorialiste à la CRTV, que la route est désormais toute tracée pour l'élection des conseillers régionaux. Comme vous le disiez il y a un instant, notre processus de décentralisation connaît donc une accélération certaine, n'en déplaise à une certaine opinion qu'on a entendue ces jours. Confirmation donc dans ce zoom-in que nous propose Madeleine Sopi-Koto, directeur de rédaction de la CRTV, à la CRTV télé et éditorialiste ici même, la CRTV. L'écoutons. Il n'est pas excessif de dire que les jours qui viennent seront cruciaux. Les élections régionales attendues sont, en n'en point douter, un marqueur fondamental de la marche de l'histoire de cette démocratie. La loi fondamentale de janvier 1996 le prescrit. Le code électoral et le code général des collectivités territoriales décentralisées offrent le cadre normatif propice à leur déroulement. Les recommandations du grand dialogue national y obligent les entrepreneurs politiques. De l'avis des observateurs avertis, ces régionales sont indispensables à l'implémentation du statut spécial conféré aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et ceux qui revendiquent le monopole de la quête des voies de sortie de crise devraient le savoir. La mise en place de ces conseils régionaux est l'une des solutions à la crise dans cette partie du territoire national, dans la mesure où ces conseils régionaux consacrent de fait la réinsertion des House of Chiefs, l'une des demandes fortes et pressantes des populations locales. Dans un cadre plus général, ces régionales devraient donner un coup d'accélérateur plus que décisif au processus de décentralisation voulu par les Camerounais de tous bords, car il s'agit de doter définitivement le pays d'une architecture qui assure à ses filles et à ses fils une meilleure participation à la vie publique, avec un bon aplomb entre l'État et les collectivités décentralisées, un pari courageux en somme dans ce contexte de crise économique et sanitaire. Les chefs traditionnels et les conseillers municipaux qui constituent les collèges électoraux pour ce scrutin sont déjà dans les starting blocks. Le trait du visage des candidats se dévoile progressivement au sein des formations politiques. L'organe chargé de l'organisation, de la gestion et de la supervision du processus électoral et référendaire a depuis lors donné les gages de la bonne tenue de ces consultations. Le moment venu, chacun des acteurs saura faire échec aux aspirations nombrilistes et à tous ceux qui continuent de prendre des vessies pour des lanternes. Parachever la mise en place de la mécanique qui doit survivre aux hommes et aux individus est donc sous ce regard un engagement politique à la fois noble et fort, une dynamique et un esprit républicain qui s'accommode mal de la truculence et de la jactance ambiante. La critique systématique par certains de la marche des affaires de la cité et les intérêts partisans ne doivent en aucun cas faire perdre de vue l'essentiel qui reste l'intérêt national.
La suite des échanges sur le plateau de Scène de Presse. Je rappelle que dans la deuxième partie de cette émission, nous parlerons de l'an 1 du grand dialogue national et nous recevrons le porte-parole du grand dialogue national, Dr George Ewane, qui sera interviewé par Albert Djebonnet, le chef de service politique du poste national de la CERTIVI. Alors, monsieur le conseiller technique, dites-nous quels sont les changements qu'impliquent les récents décrets du chef de l'État dans l'organisation et la gestion des régions. Okay, merci. Nous n'en sommes pas encore au changement. Le changement sera véritablement perceptible lorsque on peut déjà commencer à discuter autour. Voilà, lorsque les conseillers régionaux auront été élus et que les régions auront été mises en place. Et de ce point de vue, en nous projetant effectivement sur la mise en place des régions, on est en droit d'attendre des changements importants. Le premier changement qu'il faut évoquer ici, ce sera l'apparition dans le paysage institutionnel de notre pays de la région, cette fois-ci comme collectivité territoriale décentralisée, le deuxième niveau de décentralisation que notre Constitution a prévu. Et nous aurons donc l'apparition dans le paysage institutionnel de la région comme collectivité territoriale décentralisée, aux côtés de la région en tant qu'unité administrative, qui est le pendant de l'architecture déconcentrée de l'État. C'est vrai que très rapidement la confusion est faite puisque les deux entités portent la dénomination de région, mais le changement important, c'est que la région comme collectivité territoriale décentralisée aura à sa charge la prise en compte des besoins des populations en matière de développement. Et ceci aux côtés de manière plus directe. Voilà, de manière plus directe et aux côtés, n'est-ce pas, et de façon complémentaire à l'action déjà menée par les communes. Donc ça, c'est le premier changement attendu. Le deuxième changement que nous pouvons évoquer, c'est que ne perdons pas de vue que dans la perspective du renouvellement prochain du Sénat, la mise en place des conseils régionaux permet, n'est-ce pas, de faire venir dans le paysage les conseils régionaux comme collège électoral dédié à l'élection des sénateurs. Parce que jusqu'à présent, les sénateurs ont été élus uniquement par un seul collège qui était celui des conseillers municipaux. Voilà le changement. Le troisième changement que nous pouvons dire, et cela nous semble le plus important, c'est un changement du point de vue du développement socio-économique. Il faut dire que jusqu'à présent, les compétences étaient transférées aux communes. On attendait avec impatience les régions comme collectivités territoriales décentralisées pour les voir à l'épreuve dans la mise en œuvre des compétences importantes qui leur ont été transférées et qui d'ailleurs ont été densifiées à la faveur du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Je voudrais mentionner un dernier enjeu de la mise en place des régions, c'est que la loi portant Code général des collectivités précise bien que la décentralisation est l'axe fondamental de promotion du développement, de la démocratie et de la gouvernance locale. Et donc, la démocratie, le jeu démocratique sera de plus en plus dynamique. Nous aurons une vitalité démocratique qui va s'exprimer au sein des conseils régionaux et qui permettra aux populations de se sentir véritablement impliquées dans la mise en œuvre des projets de développement qui répondent à leurs aspirations. Alors, en égrenant le chapelet des changements attendus, vous-même avez effleuré quelques appréhensions à avoir au niveau de la cohabitation entre les patrons de la collectivité territoriale appelée région et de l'unité administrative appelée région. Je voudrais vous entraîner sur un autre terrain où vous avez entièrement compétence en tant que tutelle. L'actualité de ces derniers jours nous renseigne sur la difficile cohabitation qui persiste entre maires de ville et maires de communes d'arrondissement. Ne doit-on pas s'attendre à ce que les présidents de conseils régionaux et les maires des communes au sein des communes qui évoluent donc sur leur territoire se crêpent également le chignon?
Monsieur Nana, moi je vais être direct. Là, nous sommes les principes qui régissent la décentralisation. Parmi les principes qui régissent la décentralisation au Cameroun, nous avons le principe de spécificité. À chaque collectivité correspond des compétences particulières. Et donc, tel que la loi l'a articulé, il n'est pas envisageable, sauf mauvaise compréhension de la part des acteurs, qu'il y ait des conflits de compétences entre les autorités chargées de la gestion de la gestion des régions et les autorités chargées de la gestion des communes. Donc, les compétences sont spécifiques, elles sont connues. Maintenant, il reste que l'appropriation n'est pas toujours celle qui est souhaitée et conduit parfois à des incompréhensions qui, sur le terrain, s'apparentent, n'est-ce pas, à des guéguerres, je pourrais dire. Est-ce que vous êtes convaincu que tout est toujours bien compris? Je prends 2 dispositions du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Article 160, article 270. La première disposition parle des compétences transférées aux communes dans le domaine de la santé. La seconde parle des dispositions transférées aux régions dans le domaine de la santé. D'un côté, on octroie aux communes la compétence d'équiper, de construire les centres de santé et aux régions d'équiper, de construire les formations sanitaires. Est-ce que la différence est si grande, est si importante? Oui, M. Nana, il y a un détail qui vous a sans doute échappé, c'est qu'en ce qui concerne les communes, il s'agit des centres de santé bien déterminés, les centres de santé intégrés et les centres médicaux. Vous comprenez cela, monsieur le conseiller technique? Il suffit... Vous comprenez cela sur le terrain? Avez-vous l'impression que les acteurs comprendront? Les acteurs le savent. Ce n'est qu'un exemple, il y a plusieurs dispositions comme ça qui amènent à se poser simplement la question, vont-ils comprendre les spécificités qui sont mobilisées? Tout en partageant vos appréhensions, parce qu'il faut le dire, il y a toute une activité de sensibilisation qui doit être faite, obligatoire, de formation et même de renforcement des capacités. Obligatoire pour le ministère. Obligatoire, et pas seulement pour le ministère. Au sein duquel vous évoluez, mais jusqu'à présent, depuis la mise en place des exécutifs communaux, ces formations sont attendues. Nous reviendrons dessus. Il faut dire que les formations prévues en ce qui concerne les exécutifs récemment élus avaient été envisagées, tout avait été préparé, et que nous avons eu malheureusement les contraintes sanitaires liées à l'apparition de la Covid qui n'ont pas permis que la mobilisation pour assurer les formations se fasse. Les formations ont été reconfigurées dans le sens d'envisager éventuellement de le faire par voie de vidéoconférence, mais vous savez les difficultés qu'on pourrait avoir à mettre en place ce mécanisme de formation. Mais je voulais revenir, s'agissant des compétences transférées, M. Nana, pour clarifier et dire comme que la cloison est à la limite étanche. Les communes, dans le domaine sanitaire, c'est les centres de santé intégrés et les centres médicaux d'arrondissement, tels que les textes qui fixent les modalités d'exercice des compétences transférées, signés par le Premier ministre, le précisent. En ce qui concerne les régions, c'est les formations sanitaires tels que les hôpitaux régionaux, étant entendu que les hôpitaux de référence, eux, restent du domaine de l'État. Alors, je voudrais juste qu'on revienne à l'élection des conseillers régionaux. Vous n'avez peut-être pas de boule de cristal, mais je voudrais avoir juste votre impression là-dessus, ou alors vos prédictions sur la question. Pensez-vous que ces élections puissent avoir lieu cette année? Vous l'avez si bien dit, nous n'avons pas une boule de cristal, mais tout laisse penser que ces élections pourraient avoir lieu cette année au regard des avancées qui sont observées dans les préalables que j'ai indiqués tantôt. Vous pensez que le collège électoral pourrait être, les collèges électoraux pourraient être par exemple convoqués d'ici le 15 septembre?
Je ne peux pas me prononcer sur la question. Le président de la République appréciera en fonction de l'avancement des préparatifs qui, il faut le dire, dans leur grande majorité, sont accomplis. Il reste qu'une fois que les collèges électoraux auront été convoqués et que les conseils régionaux seront mis en place, quelques textes qui viendront simplement parachever ce processus pour faciliter le fonctionnement des régions en tant que collectivité territoriale. C'est entendu, merci. Rappelons que l'accélération du processus de décentralisation était l'une des recommandations du Grand Dialogue national et l'un des marqueurs était justement la mise en place des conseils régionaux. Le cadre réglementaire est donc désormais fixé. C'est une avancée, mais quels sont les autres chantiers du Grand Dialogue national? Question posée aux journalistes par Michel Renaud-Wanja. C'est dans la rubrique Édito. Il y a toujours des enlèvements, la vie n'a pas repris son cours normal et la population, les gens souffrent encore. L'Assemblée nationale, au mois de décembre, a conféré aux deux régions du nord-ouest et du sud-ouest un statut particulier. Je crois que c'était l'une des recommandations du Grand Dialogue national. Le système éducatif, n'est-ce pas, n'a pas attendu qu'il y ait le Grand Dialogue pour qu'il fonctionne. On peut dire également que le système judiciaire également fonctionne. C'est vrai qu'il y a des chantiers, mais ces chantiers vont aboutir quand on attend les fruits matériels concrets sur le terrain. Les pouvoirs publics ont mis en place un plan présidentiel de reconstruction et de développement de ces deux régions. Et dans le sens de l'opérationnalité, on a vu le ministre Paul Tasson, qui en est le coordonnateur, entreprendre une descente sur le terrain pour évaluer l'étendue des désastres et bien évidemment dans le sens de ce qu'il y aura une reconstruction éminente. Il faut reloger les personnes déplacées en interne, il faut reconstruire, il faut faire un certain nombre de réorganisations, il faut le développement local, ça ce sont des points marginaux. On ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a eu un début de commencement efficace qui peut porter des fruits, n'est-ce pas, de manière à dire qu'on a eu des avancées. Qu'est-ce qu'on revendique? Maintenant, qu'est-ce qu'on s'est dit pendant le dialogue? Et maintenant, tous ces chantiers, est-ce que c'est en ligne avec ce que les gens réclament? On sent qu'il y a une sorte de synergie, une sorte de symbiose aujourd'hui concernant les différentes actions qui sont entreprises par les pouvoirs publics, les populations, les forces vives. Et pour moi, le Grand Dialogue national a porté ses fruits. On ne peut pas faire une reconstruction dans un secteur où il y a des fusils qui craquent encore. Ce n'est pas possible. Donc, pour que les recommandations du Grand Dialogue aient un effet, pour que ça porte les fruits, la priorité, il faut qu'il y ait un désarmement. Retournons sur le plateau de scène de presse. Dr Georgie Wane, vous avez eu une sorte de mise en bouche. Bonsoir déjà et bienvenue sur le plateau. Merci de m'avoir sur votre plateau. Merci beaucoup. Vous êtes le porte-parole du Grand Dialogue national et comme je le disais tantôt, vous avez eu une sorte de mise en bouche sur les grands chantiers du Grand Dialogue national en rapport avec les recommandations qui avaient été faites. Nous y reviendrons. Nous parlerons d'abord de ce qui a déjà été fait concrètement. Juste le temps pour moi d'accueillir également sur le plateau Albert Ndiembonde, qui est le chef de service politique du poste national de la CRTV. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lucrèce, merci de m'avoir invité. Alors, Dr Georgie Wane, un an après, quelles sont, selon vous, les recommandations majeures du Grand Dialogue qui ont été mises en pratique de manière concrète? Alors, il y a plein de recommandations déjà mises en pratique. Il y a même des recommandations mises en pratique avant même la clôture du Grand Dialogue national. Là, tous les Camerounais le savent. Je ne veux peut-être pas revenir sur ça, mais c'est connu qu'il y a eu la libération de 333 détenus qui ont été libérés le 3 octobre
2019, dont un jour avant la clôture du Grand Dialogue national. Je retiens aussi que le président de la République avait pris l'engagement ferme dans un tweet du 4 octobre 2019 de assurer les Camerounais que toutes les recommandations du Grand Dialogue national seront exécutées avec diligence selon les opportunités que le pays a. Nous constatons aujourd'hui que depuis la fin du Grand Dialogue national, il y a beaucoup qui a été fait. Vraiment beaucoup. J'ai suivi les gens faire des commentaires sur ce qui s'est passé entre la fin du Grand Dialogue et aujourd'hui. Je retiens ce qui est positif. Ce qui est positif, c'est que le Grand Dialogue a permis aujourd'hui à un retour, peut-être pas total, mais un retour presque à la normale des choses dans le nord-ouest et du sud-ouest. J'espère qu'on va revenir sur ça. Mais nous savons aussi qu'il y a eu la création, l'opérationnalisation du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration qui est à pied d'œuvre. Nous avons dans ce centre des centaines et des centaines des ex-combattants. Nous avons vu des ex-combattants même lors du Grand Dialogue national. Tous, ce sont des fruits. Vous venez de recevoir sur votre plateau le conseil technique au Mindevel qui vous parlait de la mise en place du code portant sur les collectivités décentralisées. Je crois que tout ça sont des recommandations du Grand Dialogue national. Vous savez, dans ce code, il y a aussi la mise en place de statut spécial dans le nord-ouest et le sud-ouest, la création des House of Chiefs, donc les régionales annoncées, peut-être pas annoncées, que nous attendons tous, seront vraiment presque l'aboutissement de cette mise en place des House of Chiefs. Nous avons la création de la communauté de bilinguisme et de multiculturalisme qui est gérée par le Premier ministre Peter Mafane Moussongué, qui est à pied d'œuvre. Nous connaissons les résultats sur le terrain. Nous avons le recrutement de je crois, 500 traducteurs-interprètes qui sont sur le terrain aujourd'hui. Nous avons la création de Common Law Section à la Cour suprême. Nous avons même ce Common Law Section à l'ENAM. Donc, il y a plein de choses. Nous avons enfin, bon, ce n'est pas la dernière des choses, mais nous avons la création de ce plan présidentiel pour la reconstruction et le développement du nord-ouest et du sud-ouest, qui est à pied d'œuvre. Donc, il y a plein de choses plein de recommandations que le président de la République tient à respecter et qui permettent aujourd'hui à ce que on a un peu de paix dans le nord-est et le sud-ouest. Alors, je voudrais juste ajouter à votre suite, parlant du plan présidentiel de reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest, que ce plan s'ajoute déjà au statut accordé aux régions du nord-ouest qui sont désormais, comme l'extrême nord, et c'est vrai, considérées comme des zones économiquement sinistrées, avec tous les allégements fiscaux qui vont avec. Mais je voudrais que vous reprécisiez votre pensée. Vous avez parlé lors d'une émission au cours de cette journée, c'était précisément après Sawa, et vous disiez que avant le Grand Dialogue, on ne circulait pas dans le nord-ouest, on ne dormait pas dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce que vous avez le sentiment, ou alors qu'est-ce qui vous fait croire que la situation a changé? Quels sont les éléments d'appréciation dont vous disposez? Il y en a, ceux qui vivent dans le nord-est et le sud-ouest vont vous dire, pour pouvoir comprendre s'il y a eu changement, s'il y a eu évolution, s'il y a eu l'acceptation des recommandations du Grand Dialogue national, il faut d'abord voir ce qui s'est passé avant la tenue du Grand Dialogue national, ce qui se passe aujourd'hui, donc après la tenue du Grand Dialogue national. Je disais dans cette émission qu'avant la tenue du Grand Dialogue national, c'était pratiquement impossible de circuler dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'était pratiquement impossible de quitter même Douala pour arriver à Tiko,
N'en parlons pas de Moutenguene ou de Boya ou de Limbe. C'était pratiquement impossible de quitter Boya et aller à Kumba. Mouyouka est entre les deux villes. C'était pratiquement impossible de quitter Bamenda Town pour arriver même dans une autre ville de la région du Nord-Ouest. C'était pratiquement impossible de quitter même Babadjou pour arriver à Santa. Nous savons ce qui s'est passé à cette période-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? C'est vrai qu'il y a le lundi des villes mortes qui continue. Nous savons pourquoi ça continue. Ce n'est pas parce que les gens respectent tellement les sécessionnistes, c'est tout simplement parce que les gens veulent rester à la maison. Et ça, c'est les enseignants, c'est les gens qui travaillent dans les bureaux. Mais le petit parce qu'ils ont peur également pour leur sécurité. Oui, ça peut être aussi la peur pour leur sécurité, mais c'est beaucoup plus parce que les gens ont pris l'habitude de rester à la maison et gagner un salaire. Ceux qui ne gagnent pas un salaire venant du gouvernement vaquent à leurs activités. Ils ont commencé à sortir le lundi? Certainement, les taxis sortent le lundi, vous les voyez à la route et ça passe, même les marchés. Albert? Permettez-moi de dire quand même que si nous regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, on a tendance à se féliciter sur la tenue d'abord du grand dialogue national. Je prends le cas des Américains et l'incident George Floyd pour comprendre qu'après plus de 4 décennies de l'esclavage, jusqu'à aujourd'hui, les Américains ne sont jamais assis sur un même table pour se parler, pour comprendre pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, les Noirs se sentent mal à l'aise sur ce qui se passe aux États-Unis. Et c'est là-bas que moi, je me dis que nous devons nous féliciter parce que le Camerounais a toujours l'impression que c'est ce qui vient de l'extérieur qui est bien et on a toujours tendance à minimiser ce que nous faisons, ce que nous sommes, nous les Camerounais. Alors qu'ailleurs, on nous regarde avec beaucoup d'admiration et beaucoup d'estime. J'en parle parce que j'ai passé pas mal de temps comme commentateur sportif, de voir à quel point nous sommes admirés. Voilà pourquoi je pense que nous devons, même un an après, saluer cette initiative qui a permis aux Camerounais de se regarder en face, les Camerounais au Cameroun comme les Camerounais du diaspora, et de parler des choses que nous pensons doivent être faites pour l'avenir de notre pays. Le docteur George a parlé de la situation aujourd'hui dans ces deux régions. Moi, j'ai l'habitude de partir dans la région du Sud-Ouest. Ça fait seulement une semaine que j'étais là. On a l'impression, si vous partez à Limbe, qu'on n'a jamais eu crise. Oui. La vie reprend plus vite à Boya. Les nuits sont mouvementées. Donc, et tout ça. Mais si nous ne pouvons pas aller jusqu'à Moyoka, à Kumba, cela nous dit que nous avons encore pas mal de travail à faire. Et voilà pourquoi on dit qu'on cultive la volonté de faire la guerre à travers le cœur. Donc il faut attaquer, approcher les Camerounais en attaquant le cœur et l'esprit. L'esprit de réconciliation, l'esprit de pardon, parce que en leur donnant les exemples, nous avons les exemples sud-africains, les exemples rwandais. Il y a un temps pour la guerre, un temps pour la paix. Voilà pourquoi je voulais, même hors de cette plateau, je voulais demander au docteur George Ewane, parlant de cette comité de suivi des recommandations du grand dialogue national. Nous savons qu'il y a un catalogue de choses déjà faites, mais parlons d'abord de ces membres qui sont chargés de suivre. Parce qu'après la réunion en semaine, on a l'impression que ce n'est pas tout le monde qui allait dans le même sens. Le Premier ministre qui dit satisfaction, même comme nous avons encore pas mal de choses à faire, mais certains membres qui donnent l'impression qu'il n'y a pas grand-chose. Est-ce que ça ne compromet pas, alors que
tout le monde a besoin de savoir qu'il y a optimisme et que ceux qui sont chargés de suivre, nous savons qu'ils sont de différentes tendances, mais on se disait qu'ils vont sortir en disant presque les mêmes choses. Moi, je crois qu'ils disaient les mêmes choses. Je ne sais pas qui avait une autre son de cloche. Nous tous, nous savons que le comité de suivi des recommandations du Grand Dialogue National a été mis sur pied par le président de la République, ça c'est en mars 2020, et que c'était la toute première réunion d'évaluation. Alors quand on fait une évaluation, qu'est-ce qu'on fait? On voit ce qui est positif, ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Donc c'est tout à fait normal que certaines personnes parlent uniquement de ce qui a marché et d'autres disent non, il y a certaines choses qui n'ont pas marché. Nous, dans cette commission, dans ce comité, nous disons en suivant le Premier ministre qui est président, coordinateur de cette commission, nous disons que oui, beaucoup a été fait, mais tout n'a pas été fait. Alors, il est temps de stimuler, de faire encore plus. Alors, mais si nous faisons de l'évaluation, c'est qu'il y a des choses qui ont bien marché, il y a d'autres qui n'ont pas tellement bien marché, mais qu'on peut corriger. Je parlais de cette question. Je prends quelques exemples, si vous le permettez. Les recommandations du Grand Dialogue ont dit prendre des mesures spécifiques pour assurer un statut égal au français et en anglais dans tous les aspects de la vie nationale. Avez-vous l'impression que ça a tellement changé entre 2019 et 2020? La preuve, c'est que vous et moi, nous sommes sur ce plateau. Et que vous parlez français. Et que nous parlons français, alors que nous sommes d'origine... d'expression anglaise. Alors, c'est déjà une preuve. Et que Mme Medoune Djemba me parlait tout à l'heure en langue anglaise, avec l'accent vraiment propre, ce qu'on appelle receive pronunciation. Alors, la commission du Premier ministre Peter Mafani Moussonga, qu'on appelle la commission du bilinguisme et multiculturalisme, vous les voyez à pied d'œuvre. Tous les communiqués aujourd'hui qui viennent de la présidence de la République, par exemple, sont bilingues. Tous les décrets présidentiels, c'est vous qui les lisez à la radio, c'est bilingue. Tous les communiqués dans nos universités sont bilingues. Chacun s'exprime. Quand vous allez à la fonction publique aujourd'hui, vous vous exprimez dans la langue qui vous convient. Et vous avez répondu dans l'autre langue ou alors dans la langue de votre expression. Je crois que ça change. On ne peut pas apprendre une langue en un an. On s'essaie. Comme je vous ai dit, le dialogue... Et cela se traduit également dans les affectations. On a vu les affectations notamment dans la territoriale. On a également vu que... La magistrature nous avons également, vu à la fonction publique. On a vu qu'il y a de plus en plus des personnes, des Camerounais d'expression anglaise qui sont affectés là où ils doivent être affectés pour faciliter justement... Exactement. Et vous constatez aujourd'hui que presque tous nos ministres font un effort. Et moi, je tiens à louer cet effort-là, de parler dans les deux langues, qu'ils soient d'origine anglaise ou d'origine française, mais tout le monde essaie de parler dans les deux langues. Moi, je les admire. Et ce n'est pas facile à un certain âge de pouvoir apprendre une langue. Monsieur le porte-parole, tout cela est bien beau, mais cela n'arrête pas. On a le sentiment que cela ne suffit pas ou n'a pas suffi à arrêter la violence dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. On a l'impression personne n'avait dit que dès que le grand dialogue se tient, que la violence va s'arrêter. Malgré tous ces éléments que vous avez, on a l'impression qu'on n'a pas touché véritablement le cœur du peuple. Non, c'est pas ça. C'est vrai qu'il faut toucher le cœur des hommes. Mais vous savez aujourd'hui que ce qui se passe dans le nord-ouest et le sud-ouest est en dehors des revendications d'origine. Parce que vous avez un groupe d'individus qui se font de l'argent derrière cette crise, qui violent, qui demandent les rançons, qui construisent des maisons dans les zones francophones, avec l'argent qu'ils prennent entre les mains de leurs frères et sœurs du nord-ouest et du sud-ouest. Vous avez des gens qui sont des bandits des grands chemins, qui sont sortis même des autres régions, qui sont venus dans le nord-ouest et le sud-ouest se faire de l'argent. Alors, Madame Medoune Djemba, dites-moi, quand un être humain prend sa machette, décapite un être humain, coupe sa tête, porte sa fille, vous croyez que c'est quel genre de revendication? C'est que c'est des choses presque... C'est des abominations. C'est des abominations. Donc, ce ne sont pas des êtres humains là-bas. Ils revendiquent quoi? Pour tuer un voisin. Alors, il y a un problème.
Moi, je l'ai dit, que le problème, c'est quoi? C'est qu'on a vendu du vent à ces enfants et ils n'arrivent pas à arrêter ce vent. Donc, ils se permettent de faire de n'importe quoi. Mais ils sont combien qui le font? Avant le grand dialogue national, chaque jour, il y avait un problème. Quelqu'un a été kidnappé, quelqu'un est tué dans le nord-est et le sud-ouest. Mais aujourd'hui, on compte ça au bout de doigts. Il faut l'avouer qu'aujourd'hui, on compte ces violences au bout de doigts. Même si c'est plus violent. Et quand c'est plus violent, c'est parce qu'il y a des gens qui prennent de la drogue, et il y a des gens qui sont complètement... Vraiment, je ne sais même pas comment les décrire, ce ne sont plus des êtres humains. Et il y a des anglophones qui disent que non, c'est ritualistique attitude. Parce que quand un être humain décapite une femme, après l'avoir violée, ce n'est plus un être humain. Alors, mais comme le dialogue est un processus qui continue, avant le grand dialogue, il y avait le dialogue, pendant le grand dialogue, il y avait le dialogue, après le grand dialogue, il y a toujours le dialogue. Alors, le comité est chargé, plus les recommandations du grand dialogue national, de s'assurer, puisque c'est des Camerounais, comment est-ce qu'il faut les faire revenir dans leur sens normal, devenir encore des êtres humains. Ça prend du temps, et ça va prendre du temps. Ça ne va pas finir demain, mais ça va finir, comme on dit en français, pas finir. Je tenais quand même à relever un point pour dire que avant cette crise, il y avait quand même des bandits de grand chemin. Ceux qui opéraient dans ces deux régions. Je prends par exemple, tôt ce matin, un séparatiste qui a été neutralisé à Bamenda ce matin. Et ça a causé pas mal de jubilation dans la ville. Parce que c'est un monsieur qui terrorisait les populations bien avant la crise et qui a profité donc de cette crise pour se faire du pour blé, accélérer. Oui, c'est ça. Donc, qui a même attaqué la banque. C'est ce qu'on a lu. Il est accusé d'avoir attaqué même la banque l'autre jour à Bamenda. Vous savez que quand la banque a été attaquée, on a accusé l'armée. C'est très facile. Mais on l'a retrouvé avec la même tenue, filmée par les caméras. Et c'est comme ça qu'il a été neutralisé. Alors, tout le monde est content. Il faut lire les réseaux sociaux, les gens sont contents. J'ajoute en cela, avant qu'Albert ne continue, qu'avant le grand dialogue national, les populations supportaient ces enfants. Ils les accueillaient même dans leur maison, les cachaient quand les militaires arrivaient. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il y a des groupes d'autodéfense, le comité de vigilance, qui sont créés dans presque tous les quartiers des zones anglophones, qui recherchent ces enfants et qui les remettent entre les mains des policiers. Ça veut dire que beaucoup a changé. C'est pour confirmer, c'est pour dire que ceux qui prennent encore les armes aujourd'hui et qui commettent ces atrocités sont en minorité. Mais comme l'être humain finit par changer, avec le dialogue, avec l'éducation, avec la pédagogie, avec tout toutes les recommandations du grand dialogue national, je crois que la plupart de ces enfants vont sortir de la brousse. Ils sont plus nombreux qui sont dans les brousses. Ils se retranchent dans des villages et petit à petit, ils sont en train de sortir. Et je crois qu'ils vont tous finir par sortir. Alors, Albert Djemoda, on va revenir à vous dans quelques instants. Le temps pour nous de retrouver Franck Evina pour la revue de presse. Élections régionales, les choses se précisent. Dans Cameroun Tribune du jeudi 3 septembre, la répartition des sièges telle que faite par le président de la République à travers le décret fixant le nombre de conseillers régionaux par département et par catégorie. Paul Biya qui donne ainsi le temps selon Essingang entend poursuivre jusqu'au bout son agenda pour l'autonomisation des collectivités territoriales décentralisées en dépit des cris d'orfraie de quelques leaders politiques. D'après Mutation, l'un d'eux, candidat malheureux à la présidentielle, fait feu de tout bois en tentant notamment de mobiliser opposition, société civile et diaspora pour empêcher la tenue des élections régionales. Aux appels anticonstitutionnels du président du MRC, le RDPC, à travers la plume du professeur Jacques Famdongo, dit non à la jactance. Dans Cameroun Tribune, le secrétaire à la communication du comité central du parti au pouvoir dénonce entre autres des affirmations gratuites
et des raccourcis antidémocratiques. Alors que les élections régionales pointent à l'horizon, le cœur des chefs traditionnels du Nord-Ouest et Sud-Ouest balance selon mutation. Le ministre de l'administration territoriale les invite à regagner leur chefferie, mais beaucoup parmi ces gardiens de la tradition restent coincés à Yaoundé et à Douala, craignant pour leur vie, explique le quotidien de la rue de l'aéroport. Cette vie si précieuse et pour laquelle le gouvernement veut rendre effective la couverture santé universelle. Pour Cameroun Tribune, la machine est lancée avec la signature d'un contrat de partenariat public-privé, la mise en place de ce système qui vise la facilitation et l'amélioration des soins aborde sa phase concrète. Mutation émet encore des réserves à propos. Le journal de Georges-Alain Boyomo, qui a diagnostiqué des complications prénatales, affirme que les dernières avancées sur ce projet cachent mal les atermoiements et insuffisances qui retardent sa concrétisation. Péril sur l'extrême nord, les pluies diluviennes y font des ravages. Dans le quotidien Le Jour, les visages du désastre, habitat, ponts, culture et de nombreux autres biens. Le quotidien bleu nous apprend notamment que Kousséri et Mora sont coupés du Cameroun depuis l'effondrement du pont sur le Mayo-Kalio, reliant Marois à ces deux départements. La revue de presse était sur la scène. Retour sur le plateau de scène de presse. Dr George Ewane, vous parlez tantôt du plan présidentiel pour la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest. Mais ce plan semble buter sur les exactions qui sont toujours commises. Est-ce qu'on peut sereinement envisager la reconstruction du nord-ouest et du sud-ouest alors que la violence perdure? J'ai suivi un journaliste posait la même question tout à l'heure et qui semblait dire que c'est incongru de parler de reconstruction alors qu'il y a la violence. Moi, je dis ceci, que ce plan s'étale sur 10 ans. Ce plan est managé par l'United Nations Development Programme, ça s'appelle le PNUD. Le PNUD. Voilà. Donc, ce n'est pas tellement un plan camerounais. Ça veut dire que les Nations Unies interviennent dans ce plan. Et si les sécessionnistes croient que les Nations Unies doivent résoudre le problème camerounais, ils doivent forcément accepter que les Nations Unies puissent faire la reconstruction. Alors maintenant, ce que je dis, c'est que ce plan a 10 ans, c'est-à-dire sur 10 ans, il y a les deux ou trois premières années qui sont pour le recovery. Bon. Quand on parle de reconstruction, ce n'est pas tellement faire des routes ou alors reconstruire des maisons et tout ça. Il y a une reconstruction mentale. Il faut le connaître. Il y a une reconstruction mentale. Il y a les femmes, les hommes qui sont vulnérables, les enfants et tout ça. C'est d'abord ça, cette reconstruction. Donc, il ne faut d'abord pas voir la reconstruction physique. Les infrastructures. Non, c'est vrai que la première phase, c'est d'abord attaquer le mental. Ce qu'on appelle le recovery phase. Est-ce qu'on peut ramener tout le monde à réfléchir de la même façon, à être encore des êtres humains comme ils étaient avant? Ça, c'est possible. Parce que dans ce plan, vous avez les hommes de l'Église, vous avez les hommes avec une certaine moralité qui interviennent dans l'exécution de ce plan-là. Mais vous savez aussi que ce plan a pour objectif d'apporter les points d'eau, l'eau, l'électricité, c'est très important. Apporter les points d'eau, l'électricité, reconstruire ce qui a été brûlé. Mais c'est aussi important de comprendre que pendant cette période, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs pièces d'identité, qui ont perdu leur diplôme, ou dans les flammes, ou alors en fuyant les sécessionnistes. Il faut reconstituer toute cette documentation. Donc, ça, c'est la première phase. Il y a une deuxième phase qui est donc la reconstruction proprement dite, où on va reconstruire les hôpitaux, on va reconstruire des routes qui ont été détruites par ceux mêmes sécessionnistes. Alors, pour dire que le but de ce plan, c'est ce qu'on appelle le 3Bs. Build Back Better. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez perdu une maison qui vous coûtait peut-être 100 000, on ne va pas vous donner l'argent qui va construire une maison de 100 000. Vous aurez quand même une maison
propre qui est au-dessus de 100 000. Alors, je crois que la reconstruction même entre dans le plan de ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest. Parce que ça met les gens en confiance. Ils savent maintenant que le président de la République, dont ce plan porte le nom, et le PNUD, ensemble, trouvent des solutions pour les problèmes. Il faut aller dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est bien beau, M. George Ouané. J'ai parcouru ce projet, mais les Camerounais se posent la question. On commence quand, où, avec qui? Vous avez parlé des personnes vulnérables. Il ne suffit pas seulement d'identifier ces personnes-là. On commence où? On travaille avec qui? On a commencé. Ce plan a commencé. Ce plan a commencé dès que le coordonnateur, le ministre Paul Tasson, a visité les deux régions, le nord et le sud-ouest. Il a rencontré des élites et des living forces de ces régions-là, jusqu'aux planteurs, jusqu'aux derniers, jusqu'aux déplacés internes. Il les a exposé le plan qui a été complètement accepté par tout le monde. C'est vrai que les mêmes questions que vous posez ont été posées. Et le ministre les a apporté des réponses à toutes ces questions-là. Alors, ce plan, la reconstruction a commencé. La reconstruction a commencé avec le changement de mentalité. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail qu'il faut faire. On ne va pas annoncer le jour que, bon, M. Benjamin Bondé a changé de mentalité. Non, il faut éduquer, il faut aller vers la pédagogie, mais il faut aussi faire comprendre aux gens que nous ne pouvons pas chercher la paix en restant en brousse. Alors, vous parlez de la paix. Une certaine opinion conditionne le retour de cette paix-là à la libération de certains leaders sécessionnistes. Il y a eu, vous l'avez dit il y a quelques instants, qu'il y a eu libération de 333 personnes détenues dans le cadre de la crise. Avant cela, il y avait 289. Oui. Voilà. Mais une certaine opinion pense qu'il faut en libérer davantage. Ça, c'est clair. Une des conditions. Le président de la République, la justice vont le faire. Ça dépend de la justice. On m'a posé la même question ce matin où on me disait, bon, il faut libérer Sissoko Ayouk Tabé. Alors, est-ce que vous croyez vraiment que si on libère Sissoko Ayouk Tabé, ça va ramener la paix dans le nord-est et le sud-ouest? Moi, je dis non. Il faut que Sissoko Ayouk Tabé se libère. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il change sa vision politique. Parce que on ne peut pas... Quand on fait le dialogue, la réconciliation, il faut quand même accepter de perdre quelque chose. Le gouvernement fait tout. Depuis les revendications des enseignants et les avocats. Les avocats. Le gouvernement a tout fait. Aujourd'hui, nous ne parlons plus des avocats. C'est eux à la base de ça. Nous ne parlons plus des enseignants. C'est eux à la base de ça. Monsieur Ayouk Tabé et ses followers sont carrés. Indépendance. Il y a un dialogue. On ne peut pas vous dire ce qui se passe entre eux. Mais je crois qu'avec le temps, il va comprendre qu'on ne peut pas se retrancher dans ses propres idées sans tenir compte de la population. Aujourd'hui, l'idée de la séparation de l'indépendance dans le nord et le sud-ouest ne passe plus. L'idéologie est déjà morte. Je suis d'accord. Alors, il sera libéré un jour, ça c'est clair, parce qu'on finit par... Mais comme je dis, il faut qu'il se libère. Albert? Je voulais vous demander la question, puisque nous savons qu'il y a encore des Camerounais, ou disons-le, certaines personnes hors de notre pays qui continuent avec les messages de haine, qui continuent à dire à nos frères et sœurs qui sont en brousse de continuer à porter les armes. Les recommandations avaient parlé de continuer cet effort-là, de tendre la main vers la diaspora. Est-ce que quelque chose est fait à ce niveau? Nous avons l'impression que... Quelque chose se fait. Quelque chose se fait. Je vais vous dire, ceux qui étaient virulents avant, il faut les écouter. Il y a un changement de ton, de tonalité même. Ceux qui étaient virulents avant commencent à changer. Il y a certaines qui il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Voilà. Ils peuvent le dire, mais continuer à financer ou à encourager. Ils n'ont même pas l'argent pour financer parce qu'ils ont pris tout le temps pour tromper ces enfants. Imaginez-vous que quelqu'un reste aux États-Unis, il vous demande de contribuer, on lui envoie l'argent aux États-Unis, il s'assoit sur l'argent, il mange, puisqu'ils n'ont pas de travail. Donc ils vivent sur ça.
En plus, la plupart de ces gens sont des pasteurs. Moi, je les regarde en face et je les dis. Alors, quand on a un pasteur qui ne sait pas que c'est David qui avait tué Goliath et qu'on dit que c'est Samson, on n'est pas pasteur. Alors, ils vivent de cette crise. Il y a des gens qui vivent de cette crise à l'intérieur du pays comme à l'extérieur du pays. Mais comme je dis, je veux conclure sur ce sujet-là en disant que le dialogue continue. On essaie toujours la question de Albert, c'est celle de savoir s'il y a une main tendue alors ou des démarches qui sont entreprises allant dans le sens de ramener ces Camerounais de la diaspora là à de meilleurs sentiments. La main tendue était depuis le grand dialogue national, même avant. Ils ont été invités aux assises. Certains ont été représentés. Vous savez que certains ont été représentés. Mais comme je dis, il y a des gens qui ne vivent que de ça. Et on les connaît. Donc, un jour, ils vont finir par comprendre. Mais je fais, en tant que porte-parole du Grand Dialogue National, je dis ça au nom du président de ce Grand Dialogue National. Il faut que nos pays amis nous aident à mettre fin à cela. On ne peut pas être aux États-Unis, commanditer tout ce qui se passe au Cameroun et être à l'aise dans ce pays. Puisque nous sommes des pays amis, on doit s'entretenir et s'assurer que la paix règne au Cameroun. Parlons des centres des DDR qui, à mon avis, devaient être même les meilleurs ambassadeurs pour aider le gouvernement à faire déposer les armes. Le chef de l'État a appelé plusieurs fois, a réitéré son appel à nos compatriotes de déposer les armes. L'actualité fait quand même confusion ce dernier temps sur ces centres DDR. Nous avons vu le changement effectué par le président de la République qui nomme un administrateur civil d'abord au centre régional à Boya et qui a envoyé le lieutenant-colonel Ekosso pour épauler un sapeur-pompier, pour le dire. Oui. Vous êtes d'accord qu'il y a eu problème et que les choses n'ont pas marché comme souhaité? Non, pas que les choses n'ont pas marché comme souhaité. Les choses n'ont pas marché dans la vitesse souhaitée. Là, j'avoue que ce centre a eu certains problèmes qui sont réglés. Aujourd'hui, je crois que tous ceux qui sont sortis, qui ont déposé les armes, qui étaient dans ce centre, sont à l'aise. Certains sont même déjà intégrés dans la société. Comme je dis, c'est un processus. Il faut d'abord démobiliser, désarmer avant de réintégrer. Donc, il y a tout un processus. C'est 3 choses en un. Il faut aller doucement. Parce que, n'oubliez pas qu'il y a l'aspect médical dans ça. Il y a l'aspect sanitaire. Il faut d'abord s'assurer que ces enfants se sont vraiment désintoxiqués avant de pouvoir les mettre... avant de pouvoir les intégrer. Qu'est-ce qui est aussi fait au niveau de continuer à les convaincre? Parce que les informations que certains d'entre nous ont, c'est que beaucoup veulent sortir, mais ont peur que peut-être n'aient pas cherché plus d'interlocuteurs qui sont plus représentatifs, qui peuvent être écoutés. Ils sortent tous les jours. Tous les jours, il y a une nouvelle vague qui sort de la brousse, qui est acceptée au centre DDR. Mais comme je dis, on s'améliore tous les jours. Tous les jours. Je ne dis pas que tout est rose au niveau du DDR. Je n'ai pas encore été au DDR. Je crois que je vais trouver le temps d'arriver là-bas. Mais les informations qu'Albert me donne, je les découvre sur le plateau. Je crois que je peux vous donner encore plus. Oui. Ça, c'est certain. Ce n'est pas une information. Certaines choses promises comme logistique dans ces centres prennent du temps. C'est possible. Vous savez qu'il y a Covid, il y a plein de choses. Mais avec le temps, ces centres seront complètement réhabilités. Et je crois que ça serait beau à vivre dans ce centre-là. Mais le but, ce n'est pas de faire vivre les gens dans ce centre. Le but, c'est de voir ce centre comme une transition.
de passage pour retourner à la vie normale. C'est bien. Donc, si on rend ça très confortable, les gens vont y rester. Ce n'est pas l'hôtel. Vous avez bien noté, on a bien noté, et vous avez parlé de la crise sanitaire il y a quelques instants, et c'était l'un des sujets abordés par Michel Sirendiena Wembu, qui est le secrétaire permanent du PREF CEMAC, lors du compte rendu du rapport annuel du PREF CEMAC, et il est en focus dans cette édition de Scène de Presse. De nombreuses avancées ont été réalisées au niveau de notre sous-région. Sans être exhaustif, je voudrais mentionner la reconstitution des réserves de change de la CEMAC. C'était le gros problème lors de la création du PREP CEMAC. L'ouverture du dialogue avec les sociétés exploitant les ressources naturelles dans la zone CEMAC en vue du rapatriement des recettes d'exportation. La priorisation des projets intégrateurs et la mobilisation des bailleurs en vue de leur financement. La fusion effective des deux marchés financiers de la sous-région. L'achèvement à ce jour de la réforme de la B2AC. La mise en œuvre effective de la libre circulation des personnes et des biens. La conclusion et l'application par tous les États membres de programmes économiques et financiers soutenus par les FMI, ainsi que la mise en œuvre par les États membres de mesures visant à réduire l'ampleur importante de leur déficit budgétaire observé au début de la crise qui a secoué la sous-région. L'évaluation à fin 2019 des actions mises en œuvre dans le cadre du PREP CEMAC indique une note globale de 63,3 points en augmentation de 17,5 points par rapport au résultat de 2018 qui était de 45,8 points sur l'ensemble des piliers du programme, avec des performances plus ou moins importantes d'un pilier à l'autre. L'intégration régionale est un élément important. Pourquoi? Parce qu'il y a la matérialisation de la volonté des chefs d'État d'accélérer l'intégration physique et commerciale de la communauté. Ce pilier comporte 3 objectifs généraux, 5 objectifs spécifiques et 19 actions à mener jusqu'en 2021. À la fin de l'année 2019, 54% des actions prévues dans le cadre du PREF ont déjà été réalisées. Ce qui est important, mais ce qui est insuffisant et nécessite des efforts, vu l'importance de l'intégration dans notre région. Des progrès ont été entrepris, des réalisations importantes ont été faites, mais il faut aller de l'avant. On note également qu'après la signature des accords avec les partenaires techniques et financiers, la région a bénéficié d'importantes contributions financières. Mais on note enfin que les efforts ont davantage été portés sur les ajustements budgétaires et financiers, afin de satisfaire les conditionnalités nécessaires au décaissement des ressources financières et non sur les politiques et les réformes structurelles. Mais ce n'est pas suffisant. Il fallait et il faut qu'il y ait un véritable plan communautaire de relance des économies de la sous-région, dont les axes principaux de ce plan ont déjà été adoptés lors de la réunion du 3 août. Mais comme vous le savez, un plan aussi important doit être soumis aux chefs d'État parce que la conférence des chefs d'État est l'organe suprême de notre communauté. Nous sommes pratiquement parvenus au terme de cette édition de Scène de Presse. Une dernière question, Dr Georgie Wane, porte-parole du Grand Dialogue National. Alors, l'une des propositions qu'a fait le comité cette semaine porte sur un retour normal à l'école dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Est. Oui, puisque nous sommes à la fin, vous permettez que je parle en anglais. Allez-y. You understand, Albert and Madame Benga, that even the children are crying to go back to school. When you hear a child say, Papa, 3 years I'm home, I have to go back to school. If you are a conscious father, if you know what you're looking for, then you certainly let children go to school. Leave children out of this politics and whatever revendications we have. I think it is time that we understand that one more school year lost for these children
is something very bad. It's being inhuman. And I think the powers that be are doing everything to ensure the security and ensure that children go back to school this academic year from the 5th of October. I want to tell you that the children themselves want to go back to school. Parents are tired of keeping their children home. Just imagine a child was in Lower Sif 4 years ago, would have been having a master's degree now, but still in Lower Sif, pregnancies and all the rest in the regions. So it is a personal appeal and an appeal for parents to have their children go to school. But I want to assure you, Madam Medunjamba, that even last year, some schools were opened. This year, many more schools were opened, if not all of the schools. And I think it was time children were kept out of this senseless war. Merci, Madame, Monsieur. C'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci d'avoir été des nôtres.